Bonjour à tous, bienvenue dans notre webinaire Cyberattaque ou sinistre, comment gérer l'incident management. Notre webinaire sera animé aujourd'hui par Luc Cotin, qui est CEO de chez AirSecure, Mathieu Youngers, qui est ISO chez AirSecure également, et puis Serge Sauvage, qui est notre directeur compliance chez Aircube. Avant de leur laisser la parole, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions du cadran qui s'affiche sur votre écran, et ils se feront un plaisir d'y répondre à la fin. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous, je suis Serge Sauvage et directeur PSF de Aircube, société PSF de support selon l'article 29.3 de la LSF. Bonjour, Luc Cotin, donc CEO de AirSecure, société qui a été créée il y a 1 an et demi, avec Mathieu qui nous a rejoint il y a maintenant plus d'1 an. On développe tous des services de conformité, conseil en cybersécurité, et aujourd'hui on va parler particulièrement de CRP, cyber-résilience. Bonjour, moi je m'appelle Mathieu Youngers, comme Luc l'a dit précédemment, j'ai rejoint l'équipe AirSecure au début de la création d'entreprise il y a 1 an et demi. Maintenant je travaille comme responsable de la sécurité chez différentes entreprises. On va peut-être commencer par présenter un peu Aircube. Donc Aircube qui est entreprise PSF au Luxembourg. C'est exact. Donc nous sommes acteurs agréés par la Commission des secteurs financiers comme intermédiaire auprès du secteur financier, et donc nous pouvons vous appuyer dans toutes vos démarches et également comme prestataire de services en tant que société agréée. Et donc AirSecure qui est la société exclusive de la cybersécurité au sein du groupe Airgroup. Exactement. Donc, on a un peu une double casquette. Donc, on est aussi CISO as a service pour Aircube. Donc, on réalise évidemment tout le plan de conformité et notamment en train de travailler sur la partie ISO 27001 pour Aircube RKE. Et donc, AirSecure travaille sur la partie CISO as a service pour l'entité Aircube, mais aussi pour tous nos autres clients. Donc on va commencer par expliquer un peu le contexte du qu'est-ce que c'est un cyberincident. Donc le cyberincident. Donc en fait, donc toute la partie, donc on doit établir le contexte, et on va parler ici de cyberincident, mais on a aussi quelques définitions à vous proposer sur la partie DRP et BCP, donc on y viendra par après. Donc on a évidemment les customers, donc toute la partie, vas-y présente les slides. Voilà, donc on a les customers, on a les fournisseurs, tout ce qui est prestation de services, et malheureusement on a la partie communauté qui est les pirates qui sont de plus en plus actifs, et malheureusement on ne peut pas faire ça, donc on est obligé de travailler contre eux, et c'est ce qu'on va vous expliquer un petit peu dans la préparation du contexte et notamment du cyber-résilience. Donc ces pirates, ils utilisent plusieurs moyens de plus en plus divers pour attaquer votre entreprise. Donc on voit de plus en plus de crimes différents. On a le but des cyberattaquants, c'est aussi d'espionner un peu votre entreprise. On voit de plus en plus aussi, maintenant avec la guerre qui est en cours, des cyberactivismes et cyberterroristes qui ont le but d'avoir un impact sur une société pour impacter le pays plus globalement. Et on voit aussi un autre point important, c'est maintenant les insiders, qui sont des gens dans le sein de votre entreprise qui font une attaque cyber directement sur l'infrastructure et qui ont un impact dans ce cas-là beaucoup plus grand, comme ils ont la connaissance dans l'infrastructure et ils connaissent l'entreprise spécifiquement. Alors, on va passer par quelques définitions, notamment la partie DRP, donc Disaster Recovery Plan. C'est important de bien comprendre lorsqu'on va parler de cyber-résilience plan, quelles sont les définitions. Alors, Disaster Recovery Plan, on a des acronymes comme RPO, RTO, qui est Recovery Point Objectif, et Recovery Time Objectif. Donc, le Recovery Point Objectif, au moment du désastre, c'est le temps que vous allez accepter. Donc, on va prendre un exemple de 4 heures, un RPO de 4 heures. Donc, vous allez accepter une perte de données de 4 heures. Voilà, donc on va récupérer les données à partir du dernier backup qui, lui, date de 4 heures. Et ça, ce RPO et ce RTO se calculent
avec vous sous forme de PIA, donc on en parlera un petit peu plus tard. Et on va partir maintenant sur le RTO qui est le Recovery Time Objective. C'est le temps que vous allez mettre pour récupérer votre dernier backup. Et ce n'est pas que le temps des données, c'est aussi le temps que l'IT va mettre pour pouvoir implémenter, redémarrer un système. Donc si un serveur vient à cracher, donc il faut évidemment que l'IT ait le temps de le réinstaller et de récupérer les données. Donc le RTO, c'est pas juste, on va dire 4 heures, c'est vraiment le temps que l'IT va mettre pour tout récupérer. Alors plus évidemment le temps est faible, plus évidemment les coûts sont importants, puisque évidemment les ressources devront être importantes pour la mise en œuvre du disaster recovery. Ensuite, on a les services dégradés. Mais vous savez que vous avez un serveur qui est un peu moins performant parce que vous êtes en service dégradé, et vous avez ce temps qui est qui se calcule en fonction évidemment de la criticité. Et on va voir dans le tableau la différence entre le DRP et le CRP. Et puis après, on a le temps normal de remise en situation classique. Donc, si vous avez eu un serveur qui a eu une panne, donc on bascule sur un serveur de secours. Et à ce moment-là, on a la possibilité de récupérer le serveur original et on revient à ce moment-là à une situation normale de service. Ça, c'est pour la partie DRP. Maintenant, concernant la partie BCP, donc le BCP, c'est vraiment un plan pour remettre pour essayer de continuer l'activité dans le cas d'une interruption de service. Donc, on a souvent le plan de BCP, on a un second office vers lequel on peut se diriger si notre premier bureau était indisponible. Et on peut aussi avoir ce plan pour différents incidents cyber dans le cadre soit d'un office qui a été attaqué, etc. On essaie de trouver un deuxième endroit pour continuer le travail, ou par exemple d'envoyer les gens, demander aux gens de travailler de chez eux pour ne pas venir travailler dans l'infrastructure dédiée. Et ensuite, à côté de ça, on a le CRP. Alors, CRP, on a vu donc BCP, DRP, donc Business Continuity Plan. CRP, c'est un nouvel acronyme pour la partie cyber-résilience plan. On verra dans la slide suivante pourquoi on parle de cyber-résilience plan. Donc, c'est le plan qui s'assure pour la récupération des données malgré un événement de type cyber. Alors, vous savez qu'un événement de type cyber va s'attaquer sur une partie de l'infrastructure ou sur l'entièreté de l'infrastructure. Et donc, on est sur un plan qui est complètement différent d'un disaster recovery classique. Et on va le voir sur le slide suivant. Donc là, l'idée est vraiment de bien distinguer les scénarios d'incidents ou de crise que l'entreprise vit. La réponse va forcément être différente dans le cas où je perds mon informatique, j'ai mon serveur qui brûle, par exemple, ou qui vient à se déconnecter du réseau pour une raison inconnue. Je ne vais pas réagir de la même manière que si mon bâtiment est inaccessible. Par exemple, la police a mis une déviation et mon staff ne peut pas atteindre le bâtiment. Mon informatique tourne très bien en data center, mais je ne peux quand même pas travailler puisque je ne peux pas accéder à mes bâtiments. Le dernier scénario qu'on a discuté, c'est la cyber-résilience. Quand bien même j'ai une informatique qui est là, disponible, et mes bureaux disponibles, ici, la donnée elle-même a été attaquée. Pour ces différents scénarios, on va vous proposer, et c'est même plus qu'une proposition, parce que ça fait quand même partie des obligations, en tout cas pour les entités du secteur financier, d'avoir des plans clairs et définis sur les différentes stratégies que vous allez mettre en place pour répondre à ces incidents-là. Et vous allez voir passer en revue les acronymes que l'on vient de vous expliquer. Hein, donc, combien de temps je peux me permettre d'attendre, sur quelle base de données je redémarre, est-ce que je récupère la veille, est-ce que je ne peux pas attendre la veille, il faut que je repartisse depuis 2 heures. Donc, toutes ces notions-là vont venir vous obliger à construire un plan et une structure derrière pour répondre. Donc, forcément, la nature du désastre n'est pas la même et les impacts non plus. D'accord ? Ça va vous amener sur des topologies de solutions et forcément, vous allez devoir prendre en compte votre métier, vos urgences et l'importance. On en reviendra là-dessus sur le BIA qui va vraiment vous décrire la séquence à suivre. Donc ensuite, avant même un incident, le but c'est de vous préparer aussi à se défendre contre de possibles incidents ou empêcher les incidents de se dérouler.
Donc c'est pour ça qu'avec RCQ, on a développé la méthodologie HOP, donc humain, outil, processus. Donc dans le côté humain, ce qui est important, c'est de former l'utilisateur, que ce soit les sensibiliser à la cybersécurité ou les former justement à votre plan de réponse à incident. Ensuite, il y a des outils à mettre en place pour détecter de possibles incidents ou permettre de répondre à ces incidents. Donc, on va en discuter vers la fin de la présentation de différents outils qu'on peut mettre en place pour gérer cette réponse à incident. Et finalement, il y a le côté processus. Donc, le côté processus, c'est de mettre en place différentes politiques de réponse à incident ou mettre en place d'autres politiques comme des politiques de backup qui vous permettent de vous protéger et de prévenir l'incident avant qu'il n'arrive. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et parler justement de la procédure de gestion d'incident. On vous a parlé de plan de réparation, mais à l'aube de tout ça, un événement va se produire qui est qualifié comme étant un incident. On ne connaît pas sa nature, on sait qu'il va se produire. À un moment ou à un autre dans l'histoire de l'entreprise, c'est bien rare de ne vivre aucun incident. Le meilleur moyen de pouvoir y faire face, c'est de respecter la meilleure stratégie possible qui nous est offerte ici par cette fameuse route Deming que tout le monde connaît, qui est une méthodologie qui permet de à la fois préparer pour mieux réagir ensuite. Donc, ce qu'on va vous proposer dans la notion d'incident management, ou même, vous allez voir pour les différents plans, c'est de partir sur ce qu'on appelle un BIA, qui est une Business Impact Analysis. Vous allez vraiment mettre en relation votre métier avec l'ensemble des risques potentiels qui peuvent se produire. De cette façon-là, vous allez identifier toutes les sources potentielles d'incidents. Cette source potentielle d'incident va vous conduire à créer un plan de réponse. Va vous permettre de créer une procédure, des méthodologies de réponse, de former vos utilisateurs et de les préparer à réagir convenablement. Et ça, décliné dans des plans. On cite ici DCP, DRP, CRP, en fonction de la nature de l'incident, bien entendu. Ensuite, une fois que vous avez préparé cette manière théorique, évidemment, il existe des supports, hein, il y a des supports de littérature très faciles à trouver, qui vont vous donner le squelette de tous ces documents. Mais une fois qu'ils sont conscientisés dans l'entreprise, il est bon de les implémenter au sein de l'entreprise et de les tester. C'est hyper important de venir tester chacun des plans, y compris le simple plan de Incident Management. C'est la base de tout. C'est la base de votre capacité à réagir de manière, on va dire, formatée, hein, mais c'est presque une réaction animale prime sautière à un incident. Donc, ça doit d'office venir, clac, tout de suite, immédiat, un incident se produit, tout le monde réagit de la même manière, une séquence se met en place, une chaîne de commandement se met en place. Ensuite, l'entreprise va probablement vivre des incidents réels. Et normalement, cette préparation doit conduire à une réaction optimale. Vient ensuite la fin du premier tour, hein, et des tours successifs où, sur base de ces incidents réels, on va prendre de l'expérience. On va faire ce qu'on appelle des lessons learned. On va donc réajuster ce plan théorique de manière à ce qu'il cadre avec la réalité. Et à chaque tour de roue, à chaque incident, l'organisation va apprendre de ses erreurs, va pouvoir rectifier ses plans et les ajuster au mieux. Donc, comme Serge vient de l'expliquer, la première partie, c'est le Business Impact Analysis. Exact. Et donc, dans ce Business Impact Analysis, il faut analyser l'impact d'un incident sur une activité spécifique de votre entreprise. Donc, cette analyse est faite sur toutes les différentes activités principales de votre entreprise. Et là-dessus, on essaye de voir un peu le temps minimum qui est requis à cette activité, dans quel temps minimum elle doit être résumée. Donc là, par exemple, on a pris l'exemple de votre ressource humaine, outil de ressources humaines. Donc là, l'outil doit être de retour en marche dans une semaine. C'est peut-être un peu moins important. Vous n'avez par exemple pas d'impact sur les clients. Les clients n'ont pas de vue sur ce système-là. Par contre, vous avez quand même un impact financier, par exemple sur des lois à respecter ou sur des sommes à devoir à vos employés.
vous avez peut-être des sommes à devoir à cet endroit-là pour remettre en place votre système de ressources humaines. Ensuite, vous devez aussi assesser l'impact légal. Donc, par exemple, vous avez des prérequis légaux sur votre outil de ressources humaines qui doivent être respectés. Et si votre système tombe en panne ou n'est plus accessible, ces prérequis ne seront plus respectés. Donc là, évidemment, ce sont des modèles qui existent. Je pense notamment aux entités qui sont comme nous agréées au niveau de la CSSF. Les circulaires cadres nous donnent les grilles de lecture, nous imposent presque les différents paramètres d'évaluation. Donc, on cite l'impact financier, légal, il y a le fameux ROLF que l'on a dans le modèle français ou le mode CIA côté anglophone, qui vont nous amener à évaluer sur différents critères chacun des impacts en fait, hein, donc qui vont être liés à un scénario de risque et donc nous permettre une grille de lecture et normalement de mettre en place les mesures qui permettent de venir mitiger ces risques. Si on prend l'exemple des ressources humaines, il faut bien entendu, là on a mis un exemple d'une semaine, mais il faut aussi prendre en compte qu'en fonction de la date de l'événement, si on est 1 ou 2 jours avant les salaires, avant de fournir les salaires aux employés, c'est important de bien comprendre est-ce qu'une semaine c'est suffisant, est-ce que c'est en lien avec le système de payroll, etc. Donc c'est pour ça que le BIA a beaucoup d'importance, c'est pas juste une appréciation d'une personne. En général, les BIA sont faits par des IT et vont toujours essayer de réduire au minimum ce temps de recovery. On l'a dit auparavant dans les définitions, plus le temps est faible, évidemment, plus ça va coûter cher. Un point important aussi à prendre en compte, c'est que le BIA doit être fait sur le worst case scénario. Donc, comme Luc l'a expliqué, on doit prendre en compte la période où les ressources humaines sont plus importantes. On doit considérer un incident à ce moment-là. Tout est en lien avec évidemment le business de l'entreprise. C'est clair que si l'entreprise fournit des salaires aux autres sociétés, le système RH et le système payroll sera prioritaire par rapport à un autre système. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire un copier-coller d'un BIA vers une autre société. Tout est en lien avec le business, la raison d'être de l'entreprise. Donc, basé sur ce BIA, on va mettre en place tout un plan d'incident. Et la première étape pour créer le plan d'incident, c'est d'essayer des priorités aux incidents qui seront analysés. Donc, on peut avoir plusieurs critères, par exemple le nombre de devices impactés, l'activité qui est impactée, donc on a peut-être des activités qui sont plus importantes que d'autres. On a aussi le type d'incident ou le type d'indisponibilité. Donc, par exemple, une indisponibilité qui est appliquée sur plusieurs personnes, sur plusieurs départements différents. Il y a plusieurs critères qu'on va définir basés aussi sur l'entreprise et basés sur ce que l'entreprise fait au jour le jour. Donc, à ce moment-là, on peut par exemple avoir plusieurs niveaux de priorité. Ici, on a un niveau en 4 niveaux. Donc, le niveau 1, c'est un impact mineur qui ne doit pas être géré de la même façon qu'un impact majeur. C'est ce qu'on doit expliquer juste maintenant dans le plan de gestion d'incident. Donc, ici, on a vu les différents niveaux. Donc, on peut avoir low, medium, high et critique. Et donc, basé sur ce niveau d'incident, on va avoir une gestion qui est différente. Donc, pour tous les incidents, on a d'office la gestion d'incident qui rentre en cours. Donc, cette gestion d'incident, elle implique différents domaines de l'entreprise. Donc, par exemple, si on a un incident IT, on va plutôt contacter le support desk ou les IT managers. Et donc, par contre, si on a une cyberattaque, on va plutôt aller vers le security officer ou le CISO. Et ensuite, finalement, des incidents qui impactent directement le bâtiment, comme des incidents naturels, là, on va plutôt contacter le local facility ou le gestionnaire du BCP. Et donc, tout incident qu'on a défini comme P1, P3, donc c'est des critiques ou high, vont eux devoir passer au niveau supérieur. Mais des incidents P1, P2, donc qui sont low aux minutes, vont peut-être rester justement à cette gestion-là. Et donc pour les P1, pour les P3, P4, donc high ou critique, là, on va peut-être passer au niveau supérieur, où justement les personnes qui ont géré l'incident vont devoir communiquer à des personnes gérant l'équipe d'urgence. Ce qui est important de comprendre dans ce graphe, c'est qu'on
on va vous aider, enfin, on le fait aussi au sein de RCube. Donc, la partie Incident Management, donc, comme Mathieu l'a expliqué, donc, on a les natures des événements. Dans le cadre du CRP, donc Cyber Résilience Plan, c'est toujours un plan qu'on oublie, hein, parce qu'évidemment, on a toujours travaillé sur du BCP, DRP. La partie CRP, et ça, Serge l'a bien expliqué, en fonction de la nature de l'événement, si un serveur vient à être détruit par une cyberattaque de type ransomware, c'est clair que l'IT manager va vouloir récupérer le serveur très rapidement. Par contre, on ne va pas faire un plan de DRP complet, on va faire un plan de DRP ou un plan de CRP isolé. Et ce plan va être discuté dans ce qu'on appelle l'Emergency Management Team. Alors, vous verrez dans le slide suivant, c'est comment on constitue cette équipe. Donc, il y a le Incident Management, ça c'est ce que Mathieu a expliqué. On a l'événement. En général, on va contacter le Facility Manager, l'IT Manager, le CISO, prendre une décision, dire voilà, en fonction de la criticité de l'événement, on va communiquer les informations à l'Emergency Management Team. Alors, comment ça se fait? Vous voyez qu'il y a des 3 petits points au-dessus de la grande flèche. C'est un outil de communication. On reviendra un petit peu sur ce point-là un peu plus tard. C'est un outil de communication qui va permettre d'envoyer des SMS aux différents responsables, notamment de la partie EMT, et Serge va expliquer la partie CMT tout de suite après. Et dans l'EMT, on va décider quoi? On va simplement regarder la nature de l'événement et on va se dire, voilà, il y a un impact trop important que pour traiter l'incident en local, donc on doit à ce moment-là prendre des décisions avec le BCP manager, avec le responsable risque s'il existe au sein de l'entreprise, le directeur technique, etc. Et donc, si on estime que après ce comité, l'impact est encore trop grand, partage d'écran, excusez-moi. Je pense qu'on a un petit problème technique, je ne sais pas, vous voyez toujours notre écran? C'est OK, tout est OK. Voilà, parfait, on a eu un petit souci sur l'écran. Non, là tu as remis en petit, il faut remettre en grand, Mathieu. Merci. Voilà, donc on va... Désolé, voilà, parfait. Voilà, donc on est toujours dans la partie Emergency Management Team et on décide au sein de cette entité de communiquer parce que l'impact est trop important. Il va y avoir un impact sur le business, peut-être des clients, peut-être le régulateur. Et là, je vais passer la main, donc on réutilise le même outil de communication et on bascule à ce moment-là sur la Crisis Management Team que Serge va expliquer maintenant. C'est un système, comme il est indiqué, escalation en anglais, de passage de témoins. Donc, il faut toujours reprendre l'histoire dans son entièreté. Donc, comme Mathieu le dit, un événement se pose dans l'entreprise ou vis-à-vis d'un client. On a possiblement la solution et on s'arrête là. A contrario, la situation dégénère, elle commence à grandir, ou bien on se rend compte qu'on n'est pas en mesure de réparer dans les délais impartis. Dans ce cas-là, on va contacter les coordinateurs pour déclencher la cellule d'urgence, donc l'emergency plan, comme Luc nous l'a indiqué. Si jamais la situation vient à dégénérer vraiment de manière majeure, et là, le péril se trouve sur notre société en tant que provider de service ou sur une entité ciblée, mais les empêchant de totalement remplir leur métier, on a l'obligation de continuer à faire grandir la prise de responsabilité. Et donc là, on va convoquer le board qui va gérer la crise. Donc là, il s'agit vraiment de personnes qui sont prédéterminées. Et donc là, je reviens de nouveau sur mes principes de créons un document, une procédure qui explique l'entièreté de notre gestion de l'incident. Et elle doit couvrir ces escalations multiples. Elle doit prévoir les personnes qui vont être convoquées pour former les différentes équipes qui vont travailler à la résolution de la crise, à gérer la communication de la crise, à gérer la communication des autorités, à prendre des décisions éventuellement pour lever des moyens supplémentaires, internes ou externes. Donc vous voyez que tout de suite, l'ampleur de la mise en œuvre est très différente de l'incident isolé au niveau du service technique. Donc là, il est très important que chaque entité ait bien identifié chacun des scénarios et ait prévu les rôles et responsabilités de chacun. Et donc, ce comité de crise va gérer la crise jusqu'au moment où
elle est terminée, et y compris, de nouveau, cette phase d'apprentissage derrière, de dire qu'a-t-on fait, a-t-on bien fait, a-t-on mal fait, que devons-nous changer en interne au niveau des principes peut-être de gestion des incidents, de gestion d'urgence ou même de la gestion de crise. Donc là, le CARN continuera à travailler derrière à l'amélioration des processus. Un point supplémentaire, Serge, pour la partie CMT, c'est dans tout ce plan d'incident management, il faut qu'on parle aussi de la préparation des plans de communication. Tout à fait. Donc c'est important de bien prévoir les plans de communication. Peut-être toucher un mot, Serge, sur la partie communication. Oui, tout à fait. Donc là, typiquement au niveau des communications, comme l'a dit Luc, on va se reposer sur un outil. Il n'est pas temps, lorsqu'on est en crise, de commencer à inventer les messages ou les communications à transmettre. Les listes de contacts des personnes doivent être prêtes, les outils de communication doivent être prêts, ils doivent être extérieurs à l'entreprise, autrement ils sont touchés eux-mêmes par la crise. Et donc toutes les communications sont préétablies avec des listings préétablis. En un clic, les personnes en charge des communications doivent être capables de transmettre les communications aux personnes dites en temps voulu et de maintenir comme ça une communication régulière jusqu'en fin de crise. C'est préférable en effet de bien préparer la communication. Lorsqu'on n'est pas en situation de crise, évidemment, on va pouvoir travailler le document qu'on va envoyer. On prend un exemple, par exemple, je prends un cas extrême, on a un décès. Comment est-ce qu'on va communiquer le décès à la presse, aux régulateurs, aux différentes parties prenantes, que ce soit aux actionnaires ou autres, tout dépend de la personne qui a malheureusement décédé. Ou alors, on prend un autre exemple sur la partie ransomware. On a un ransomware, il y a eu un impact, on doit préparer le plan de communication. Et là, on a des templates, on peut vous aider justement à travailler ce plan de communication pour que lorsqu'on est dans la situation de crise, on va dire, voilà, on a le Communication and Press Relation. On va prendre la communication qui a été préalablement établie, travailler avec les différentes équipes pour justement dire, voilà, on prend cette communication-là et on l'envoie aux régulateurs, on l'envoie à la presse, on l'envoie aux différentes personnes. Mais c'est important parce que si on prend le cas d'un incendie, c'est clair que la presse va être sur site, tout dépend évidemment le type de société et autres, et il va falloir communiquer. Et tout ça se prépare en amont. Et ça fait partie de l'incident management process. Et on récupère évidemment tous ces événements, tous ces documents dans les différentes équipes. Et là, on est vraiment dans la partie crisis management team. Est-ce qu'on a encore C'est la définition des différentes équipes qui doivent être vraiment définies dès le début en fonction des incidents auxquels on va faire face. Donc, comme on l'a expliqué plus tôt, par exemple, un incident IT ne va pas regrouper les mêmes personnes qu'un incident sur le bâtiment. Et donc, ces deux différentes équipes sont l'Emergency Management Team est un groupe un peu plus concis que le groupe de Crisis Management Team, où là, il regroupe par exemple justement les CEO, les managers et les ressources humaines qui doivent être aussi impactées. Ce qui est important, moi je l'ai vécu auparavant dans mon ancienne vie, c'est qu'il ne faut pas mettre des personnes simplement pour remplir un groupe et simplement s'assurer qu'on ait assez de personnes. Il ne faut pas se retrouver à 15 dans une salle parce que finalement on aura 15 avis différents. Donc il faut vraiment bien sélectionner donc les personnes responsables. Elles ont une casquette avec une responsabilité. Et ça ne sert à rien d'avoir 50 personnes autour de la table parce que finalement, on va avoir trop d'avis. Et l'objectif, évidemment, de l'exercice, et on est toujours dans l'incident management process, c'est de réduire les temps les plus courts possibles, justement pour pouvoir avoir les bonnes personnes au sein de l'EMT, au sein de la Crisis Management Team. Et c'est pour ça que ce tableau-là est important, avec les noms, les numéros de téléphone. Et ce n'est pas le jour de la crise qu'on va se dire, bah, tiens, où est mon responsable, quel est son numéro de téléphone, s'assurer qu'on ait les documents, les informations. Et ça, on va le voir un petit peu par la suite. Quels sont les différents outils qu'on va pouvoir mettre en place et, Serge l'a bien expliqué, si possible, en dehors de l'entreprise, parce que si évidemment les outils sont impactés, vous n'avez plus accès aux informations et notamment au numéro de téléphone, au nom des responsables, etc. Et tous ces plans-là, évidemment, se préparent et se testent. En termes de casting, on pourrait se poser la question entre emergency ou crise, qui je convoque ou comment.
j'utiliserai peut-être ce que me disaient mes professeurs de mathématiques, les conditions nécessaires et suffisantes. Et se rappeler l'objectif. En situation d'urgence, on est encore dans une situation où on va gérer probablement de manière technique la situation. La situation est probablement inquiétante, mais on est toujours dans du connu, borné, on connaît la résolution, on risque de probablement prendre un peu plus de temps qu'à l'habitude, mais on est certain d'y arriver. Lorsqu'on est en gestion de crise, on est peut-être face à l'inconnu. On est peut-être face à une découverte que notre plan de réponse n'est pas ajusté. On a besoin là d'avoir dans cette cellule des personnes qui sont capables et qui ont le mandat au niveau de la société pour déployer des moyens additionnels. C'est hyper important d'avoir dans ce comité les key players de la société. Il est potentiellement possible de devoir engager du personnel, faire venir des forces externes, comme on a eu à le faire dans le passé. Ces décisions-là ne se prennent pas avec un manager de service, elles se prennent avec les responsables de l'entreprise. Donc la gestion de crise doit clairement être pilotée par le kern de la société. Et de nouveau, je rejoins Luc, pas la peine d'être à 15 autour d'une table pour discuter de ça. Il faut les fonctions principales et avoir ensuite les relais vers des cellules de travail. On peut souvent voir des groupes peut-être secondaires qui, eux, sont voués à la résolution en laissant la coordination à la cellule de management de crise. Pour mettre tout ça en place, il faut avoir différents outils qu'on peut utiliser au sein de l'entreprise. Justement, tout ce qui est au niveau de l'alerting de la crise aux différents employés. C'est ça. Donc, alors, on appelle évidemment Crisis Alerting System. Là, on a différentes possibilités, différents acteurs qui pourront vous aider sur justement à mieux communiquer et trouver les bons outils justement pour avertir et alerter les différentes équipes, que ce soit l'incident management, l'emergency management team ou le crisis management team. L'outil évidemment doit être évidemment fiable, en haute disponibilité, dans le cloud. C'est pour ça qu'on a mis SaaS solution. On doit pouvoir évidemment gérer les différentes équipes en fonction de la géolocalisation. Donc, si vous avez une entreprise qui est géolocalisée à différents endroits, l'outil doit pouvoir envoyer en masse des SMS. Vous savez très bien que les SMS sont très limités en nombre de caractères. Et on en revient à la préparation, la communication. On ne va pas commencer à mettre un message qui fait 250 caractères, sachant que je crois qu'il y a une limite à 128 caractères. Enfin, je n'ai plus le chiffre en tête, mais on a une limite en termes de nombre de caractères par SMS. Et donc, ça, on l'a vécu, donc on se rend compte qu'on envoie un message, il faut rester pragmatique. Alors, en général, les outils, on envoie un lien sur une solution SaaS qui permet justement d'aller rechercher de l'information et de communiquer. Il y a des solutions très simples. On peut très bien utiliser votre site extranet, votre site web, avec une page qui est cachée simplement avec un user, un mot de passe et peut-être un token, simplement pour dire voilà, maintenant on est en situation de crise, merci de se connecter à cet endroit-là. Vous tapez le user et le mot de passe, vous connectez sur la page et on utilise un outil de communication justement pour informer les différentes équipes, PMT, CMT. Alors l'application doit être déployée aux différentes équipes, si possible avec des applications sur smartphone. Mais en général, on parle du principe Keep it simple, donc on est dans une application SaaS classique qui fonctionne très bien sur iPhone, tablette Android ou autre, justement pour que tout l'outil de communication fonctionne en dehors de la crise. Là, on a différents outils à proposer, donc voilà, on invite nos clients évidemment à peut-être que vous avez aussi un outil, peut-être que l'outil ne fonctionne pas, ou peut-être que vous n'avez même pas testé. Et là, c'est important de bien vérifier que ça fonctionne correctement. Et l'importance aussi d'avoir un outil isolé de tout le reste de l'infrastructure pour empêcher qu'en cas d'incident, cet outil ne soit impacté et qu'on ne sache plus communiquer aux personnes. C'est ça, donc c'est la partie ce qu'on a appelé SaaS solution, donc Software as a Service, si possible en dehors de l'infrastructure actuelle.
Voilà, donc je sais pas. Voilà, donc on a fait le tour de la présentation. Donc je ne sais pas maintenant s'il y a déjà des questions. Oui, alors merci à tous déjà pour la présentation. On a reçu quelques questions que je vais vous dire tout de suite. Est-ce qu'il existe des templates de processus? Alors oui, évidemment, on a au sein de HealthSecure créé pas mal de templates justement sur les processus. On a les politiques d'entreprise, on a les processus. C'est comme le code de la route. Le code de la route, vous avez la théorie et il y a la pratique. On a évidemment au sein de toutes les sociétés des politiques, des processus. Il faut s'assurer que tous les processus et les templates qu'on a évidemment définis et qu'on a retravaillé avec l'entreprise soient aussi communiqués avec le staff et s'assurer qu'ils l'ont bien lu, bien compris. Et bien sûr, on a pas mal de templates sur tous les différents sujets. Donc, on a à peu près 45 templates existants. On a aussi des templates de communication parce que, évidemment, ce n'est pas toujours facile de commencer à rédiger des plans de communication. Donc, on a aussi ces templates au sein de HealthSecure. Parfait, merci Luc. Alors, je crois que cette question a dû être posée avant que vous y répondiez. Les outils de communication doivent-ils être indépendants à l'infrastructure? Oui, très clairement. Donc là, il est vital même d'avoir ces outils qui soient extérieurs à son informatique. C'est probablement le premier maillon, et si on pense à la cyberattaque, c'est probablement votre informatique interne qui va être ciblée. Donc, pour parer, ne fût-ce qu'à ce scénario-là, vous devez être certain de disposer des informations en dehors de votre informatique. Ça, c'est vital. Il existe pas mal d'outils. Voilà. Tout dépend évidemment de la taille de l'entreprise. C'est clair que si vous avez 5 employés ou 10 employés, un simple fichier Excel à un endroit sécurisé avec les numéros de téléphone, s'assurer que taper 10 SMS, c'est tout à fait gérable. Si vous en avez 100 envoyés, vous imaginez que 100 SMS en situation de crise, la personne, elle va passer 1 heure à envoyer des SMS, elle va faire des erreurs, elle va en oublier, etc. Donc là, il faut vraiment penser aux différents outils et clairement en dehors de l'entreprise et si possible accessible avec un réseau de type 3G, 4G ou 5G maintenant, mais si possible accessible très facilement sans devoir avoir à créer un VPN, etc. Donc vraiment, il faut penser à ce genre de choses et il faut le tester, d'où l'intérêt de l'exercice et du Cyber Resilience Plan et toute la partie Incident Management. On ne l'a pas présenté ici aussi dans la présentation. On a aussi un tableau Excel qui reprend un petit peu toutes les tâches que chaque membre et chaque responsable des différentes cellules doivent exécuter à l'instant T, au moment de l'incident. On a toute une série de tâches et ça, évidemment, le fichier Excel se prépare, se communique avec nos clients et se teste comme un plan de BCP. Concernant de nouveau cet outil de communication qui est externe, il y a une dimension à laquelle on ne pense pas toujours, on pense toujours outil. Le contenu aussi est très important. Se baser d'une liste de contacts qui est vieux de 18 mois, je pense que c'est juste inutile. Aujourd'hui, il est aussi important de maintenir à jour les données de nos clients ou du moins des personnes que l'on doit contacter que d'avoir l'outil extérieur. Donc là, il y a un couple à vraiment prendre en compte. C'est à la fois le positionnement extérieur, mais très sincèrement et très certainement la véracité de la donnée. Parfait. Et puis, est-ce qu'on peut utiliser les mêmes outils de communication pour les CRP, DRP, etc.? Oui, bien sûr. Hein, donc, c'est l'objectif, c'est de ne pas commencer à avoir 50 outils ou 3 outils pour trois produits différents. C'est clair et il faut même que cet outil puisse fonctionner de façon centralisée. Et comme Serge l'a dit, donc avoir 3 outils, il faut maintenir les outils, il faut s'assurer de la véracité des données, que les données soient bien intègres et qu'elles soient synchronisées avec le carnet d'adresses ou la liste des clients qui auraient dans votre Outlook. Donc ça, c'est important. Donc plus on multiplie les outils, plus on a un risque évidemment de non-intégrité des données,
on a un risque aussi de s'assurer que, de nouveau, il faut faire une notification à la CSSF si vous êtes régulé parce que vous utilisez une application SaaS, s'assurer que les outils sont GDPR compliant, etc. Donc, il y a pas mal de contraintes. L'idée, c'est d'avoir un seul et même outil qui fait l'ensemble. À nouveau, la présentation ici avait aussi pour but de vous montrer que derrière cet incident management se cachent différents scénarios. Aujourd'hui, on connaît DRP, BCP et CRP. Demain, peut-être qu'un quatrième viendra s'ajouter. Gardez le même principe, gardez la même méthodologie, gardez les mêmes outils et consolidez-les et rendez-les les plus précis possibles. Ce qui est important, on l'a vu dans les slides, et Mathieu l'a bien expliqué, donc les priorités. Donc, quand on reprend le slide de Incident Management, EMT, donc Incident Management, EMT et CMT, ce qui est important, c'est de bien jouer le rôle lorsqu'on a un incident de type critique. On va enclencher la cellule Incident Management. Ensuite, on va exécuter le processus, respecter le processus. Il vaut mieux faire un meeting de trop qu'un meeting trop peu. Et c'est super important. Moi, je l'ai vécu dans d'autres entreprises. On se rend compte qu'on a une crise, on pense toujours qu'on va pouvoir la gérer seul, qu'on va pouvoir s'en sortir. Et finalement, on a oublié qu'il y avait un impact. C'est pour ça que c'est important d'avoir, on ne va pas rentrer dans la partie technique, mais toute la partie CMDB, Asset Management, connaître vos assets, connaître votre entreprise. C'est important que l'IT manager se rende compte qu'il n'est pas seul à bord et qu'on ne va pas gérer une crise seul. On a besoin d'autres personnes. On a besoin de communiquer avec les clients. Et une fois qu'on a bien compris ça, il ne faut pas avoir peur de lancer une cellule de crise. Il faut tester l'outil et s'assurer que le processus, on va se rendre compte qu'au moment où on a enclenché la cellule EMT, que le serveur est de nouveau up and running. Voilà, c'est pas grave. On dit OK, on prend note de l'incident et comme Serge l'a bien expliqué, on apprend de nos erreurs et on va dire voilà, pour tel type d'incident, on a eu telle conséquence, voilà ce qu'on a fait. Et l'objectif, c'est de réduire ce temps et corriger au fur et à mesure. Et ça fait partie c'est le rôle du BCP manager. Maintenant, toutes les entreprises n'ont pas un BCP manager. Et je pense que toutes les entreprises doivent avoir un plan d'incident management. Réponse à incident. Comment on travaille cet incident? Cet incident doit être bien communiqué à tout le monde, que tout le monde soit informé sur cet incident. On a parlé de la classification qui a été définie plus tôt. Tout le monde doit connaître cette classification et savoir comment l'implémenter. Et faire des tests, des formations des différents utilisateurs qui seront plus à même à résoudre ces incidents pour que tout ça déroule sans accroc au moment de l'incident. Il y aura de toute façon des accros, c'est certain. Maintenant, ce qui est important, c'est de nouveau, on s'entraîne, on fait des exercices d'évacuation d'incendie. Pourquoi on ne ferait pas des exercices de cyber-résilience plan? Pourquoi est-ce qu'on a des fire officers? Pourquoi on a des personnes qui sont formées justement pour le massage cardiaque? C'est pas parce que vous avez suivi une formation, c'est de la formation continue. Et on reprend les slides au début, c'est dans continuous service improvement. On apprend cette plan de check-down et on recommence la formation. Chaque année, on doit suivre un plan de formation, que ce soit massage cardiaque ou que ce soit un cyber-résilience plan. Voilà, maintenant, si vous avez subi un incident, forcément, vous avez appris, mais ce n'est pas pour ça qu'il ne reviendra pas. L'objectif, c'est vraiment d'apprendre et de s'assurer que, voilà, on travaille de façon correcte, en coordination avec toutes les équipes et toutes les parties prenantes, et surtout, voilà, limiter les impacts pour l'entreprise, que ce soit financière ou autre. Parfait. J'espère qu'on a bien répondu à toutes vos questions. De toute façon, si vous en avez encore, n'hésitez pas à nous les poser. On va vous envoyer la présentation par mail dans l'après-midi. Et alors, on y intégrera les contacts de Luc, Mathieu et Pierre pour si jamais vous avez besoin de plus d'informations ou si vous avez encore des questions qui vous viendraient plus tard. Valentine, voilà, merci. Valentine, je pense qu'on avait prévu aussi d'offrir des templates, je pense, la communication. Le plan de communication pour tous nos participants. On vous envoie évidemment la présentation, quelques templates de communication. Et on voilà. Parlé donc voilà, on va vous envoyer tout ça en fichier, pas en fichier PDF, en fichier Word et Excel pour que vous puissiez déjà travailler. Voilà, n'hésitez pas à nous appeler si vous avez des questions.
Merci. Voilà, Merci beaucoup. on enverra tout ça et puis avec les contacts dans l'après-midi. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre participation. Et puis, si vous allez déjà manger, bon appétit. Au revoir. Merci. Au revoir.